À Toulouse, le Festival des Étoiles et des Ailes offre des rencontres exceptionnelles. Nous avons sélectionné une candidate scientifique et écrivaine qui a de la persévérance, comme le robot sur Mars. Erin, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à l'Envol des Pionniers dans le cadre du Festival des Étoiles et des Ailes. Et j'imagine que vous avez des yeux qui pétillent parce que vous visez peut-être les étoiles dans votre carrière. Pour l'instant, qui êtes-vous ? Alors bonjour, je m'appelle Erin, je suis étudiante à l'ISAE Supaéro, donc c'est une école d'ingénieurs à Toulouse, spécialisée dans l'aéronautique et le spatial. Moi, ce qui me passionne, c'est le spatial, donc je vise plutôt ces carrières-là. Et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ah ben oui, effectivement, notre aventure sur Mars. Mais c'est vous qui avez écrit ce livre. Et alors, j'imagine que vous avez des ambitions un petit peu hors de la Terre. Alors oui, j'ai écrit ce livre. Alors, des ambitions hors de la Terre, je sais pas si on peut dire ça. J'aime le spatial, j'aime l'exploration, j'aime la science par-dessus tout. Et pour moi, ce livre, il raconte l'expérience que j'ai vécue avec des camarades de l'ISAE Supaéro. Donc tous les ans, il y a un équipage de 7 étudiants qui part dans cette station, dans le désert, pour simuler la vie sur Mars, mener des expériences scientifiques. Après, on profite de cet isolement pour mener tout plein d'expériences avec des chercheurs du monde entier, qu'on leur communique nos résultats. Et eux, ça les aide beaucoup dans la recherche, ça leur permet de publier. Et nous, ça nous permet de mener ce projet incroyable tous les ans. Alors, cette expérience, elle dure combien de temps ? En tout, on passe 1 mois enfermé dans la station en isolement complet. Mais le projet, il s'étend sur beaucoup plus que ça parce qu'on passe un peu plus d'1 an à tout préparer avant de pouvoir y aller. Et vous êtes combien à faire cette expérience-là ? Alors on est 7 dans la station, 6 membres d'équipage et un commandant ou une commandante. On est 7 et on fait tout nous-mêmes, de A à Z, la logistique, les levées de fonds, l'organisation scientifique. Nous 7. Comment se passe une journée type en quelque sorte ? À quelle heure le lever ? Et puis quelles sont les tâches ? Alors dans la station, les journées elles sont bien réglées, on a beaucoup de travail, on se lève aux alentours de 6h30, on commence par une séance de sport, comme feraient des vrais astronautes dans l'espace et tout ça. Et ensuite, la matinée, chacun occupe des tâches différentes d'expérience. Donc ça dépend des jours. Ça peut être faire des tests cognitifs. Donc c'est comme des petits jeux sur le PC pour mesurer des choses dans le cerveau. Ça peut être s'occuper de la serre, parce qu'il faut aussi faire pousser les plantes, etc. Après, il y a la préparation du repas. Donc on mange lyophilisé. Donc ça prend un peu de temps à réhydrater la nourriture, s'occuper de tout ça, mais on s'habitue vite. L'après-midi, de nouveau des séances d'expérience en fonction du planning. Et en fin de journée, entre 19h et 21h, on a notre fenêtre de communication. Le seul moment de la journée où on a le droit de communiquer avec l'extérieur. Donc ça se fait que par mail, 2 heures par jour. Et le but, c'est pas d'échanger avec ses copains. Le but, c'est d'échanger avec les chercheurs quand on a des problèmes pour les expériences. Alors, imaginons que vous soyez sur Mars. Pensez-vous que la communication se fasse par mail ou par téléphone ? Parce que je crois savoir quand même qu'il y a un délai de 20 minutes envoi-réponse. Alors c'est ça, sur Mars, il n'y aurait pas de fenêtre de communication de seulement 2 heures par jour comme nous on a fait. Sur Mars, il y a un délai de communication. Alors téléphone, internet, je ne sais pas exactement quelle technologie ils utiliseraient, mais c'est sûr qu'on n'aurait pas de la communication directe. Nous, ce qu'on a fait dans notre station analogue, ça s'appelle une mission analogue, c'est qu'on a instauré cette règle du délai de la fenêtre de communication pour justement un peu simuler ce côté télécommunication restreinte. C'était notre façon à nous de le simuler le plus réalistement possible pour être le plus en isolement possible. Alors pendant la fenêtre de communication, on échange en priorité avec les chercheurs quand on en a besoin pour les expériences. On a aussi chaque jour un rapport. Alors moi, ma première mission, j'étais journaliste de l'équipage, donc c'était moi qui étais en charge de ça. C'est pour ça que j'ai pu écrire un livre. Ensuite, ces rapports, ils arrivaient tous les jours sur Terre, entre guillemets. Donc on avait une équipe qui se chargeait de réceptionner mon texte et de le publier sur nos réseaux sociaux, sur le site internet. Nous, on n'avait pas accès à tout ça, bien sûr. Et ensuite, s'il nous restait un peu de temps dans notre fenêtre de communication, évidemment, écrire un mail à papa, maman, leur dire que tout va bien sur Mars, ça leur faisait toujours plaisir. Plus à eux qu'à nous, je pense. Y a-t-il des temps libres ? Est-ce que vous pouvez regarder une émission télévisée ou un film ? Je ne sais pas. Alors on a essayé de se ménager des temps libres parce qu'en fait on travaille énormément, sinon au bout d'un moment on craque, on est très fatigué parce que la fin de la fenêtre de communication c'est 21h, donc la fin du travail c'est 21h, il faut encore manger, ranger.
Et donc on essaye de se ménager des temps libres. Alors pas d'émissions télévisées parce qu'on n'a pas d'internet, pas tout ça, pas de direct. Si on a pensé à télécharger des films, emmener des DVD, on peut en regarder. Mais en réalité on est quand même assez fatigué. Donc on fait des jeux de société tous ensemble parce que c'est aussi hyper important pour tout ce qui est cohésion de l'équipage. C'est quelque chose qui vaut le coup. Et qui fait toujours plaisir. On essaye de lire des livres, chacun dans notre coin. C'est toujours des moments agréables qui sont hyper importants. Alors, pour dormir, c'est chambre individuelle ou chambrée Alors pour dormir dans la MDRS, donc la station où j'étais, on a des chambres individuelles. C'est quelque chose qui est hyper important dans l'isolement parce que alors, le module principal dans lequel on vit, c'est un cylindre de 8 mètres de diamètre. Donc c'est très petit en étant 7 dedans. Et le fait d'avoir un espace intime à soi, c'est quelque chose d'essentiel qui est complètement pris en compte dans les designs pour les futures missions parce que c'est quelque chose où on ne pourrait pas faire l'impasse dessus. Les personnes ont besoin de pouvoir s'isoler. C'est peut-être un petit peu comme ces hôtels au Japon, là, ce sont des caisses carrément où il faut rentrer comme un poulet. Là. C'est presque ça. En fait, c'est une sorte de lit superposé, mais avec la paroi qui permet de séparer. En fait, il y a un lit en bas dans une chambre. Une chambre, c'est un mini couloir. Hein. On rentre comme ça et on se met dans son lit. Et la chambre d'à côté, le lit est au-dessus. Donc ça permet d'économiser de l'espace, parce que 8 mètres de diamètre dans le cylindre principal, c'est peu. Mais qu'en même temps, tout le monde ait accès à une chambre individuelle. L'eau. Où est-ce que vous avez trouvé l'eau sur Mars? Alors là, dans le cadre de notre mission, l'eau elle nous est fournie par la Mars Society qui gère la station. Mais nous, on a eu à cœur de faire très attention à notre gestion de l'eau. Donc on s'est restreint au maximum en eau. Donc on n'a pas pris de douche, on n'a pas gaspillé de l'eau, les toilettes sont sèches, etc. Ce qui nous permettait au total, à la fin de la mission, on a fait les comptes de l'eau, on tenait un compte très précis et on a utilisé 5,5 litres par jour et par personne en comptant l'eau pour boire, l'hygiène, le ménage, et la réhydratation des aliments. Donc on était fiers de ça. Oui, une grande économie parce qu'en fait il y a un gros tank d'eau, enfin un gros réservoir d'eau qui normalement dure entre 1 semaine et 2 semaines. Et nous, à la fin de notre mois de mission, il restait la moitié. Donc on a été très très économe en eau. Ils étaient impressionnés. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des... Alors on se restreint pas pour boire, je le précise, parce que souvent les gens disent oh, mais ça c'est pas bien. Ça on se restreint pas du tout. On se restreint de pas se laver les mains en ouvrant l'évier en grand, de pas faire la vaisselle en ouvrant l'évier en grand. Donc on a plein de techniques pour faire la vaisselle pour 7 personnes, de la vaisselle de toute la journée avec 4 litres d'eau. Je mets au défi les gens de le faire, c'est compliqué quand on n'a pas les techniques. Mais en fait, c'est des bons challenges et on voit aussi les applications que ça peut avoir sur Terre aujourd'hui avec tous les problèmes d'écologie. Être capable de se restreindre en eau, c'est quelque chose dont on aura besoin. Alors au final, ces résultats, puisque vous avez fait 2 missions, une année de suite, d'affilée, ces résultats sont-ils communiqués uniquement pour INSA Super Héros ou bien c'est aussi aux Américains ou à toute la communauté internationale des chercheurs ? Alors les résultats qu'on a, on les communique aux chercheurs qui mènent les expériences. Chaque expérience, elle est gérée par un chercheur ou alors par nous-mêmes si c'est une expérience que nous-mêmes on a montée. Et après les chercheurs, eux, ça leur permet d'alimenter leurs publications scientifiques. Donc souvent, il y a beaucoup de publications où on est dedans parce qu'on sert de données en fait, de base de données pour valider, pour faire des théories pour les chercheurs, etc. Donc les données sont souvent accessibles une fois qu'elles ont été publiées par les chercheurs. C'est le principe de la communauté scientifique. Et voilà. Et nous, on a aussi, par exemple, une grosse base de données physiologiques, donc poids, température, données de sommeil, stress, rythme cardiaque, etc., qu'on met à disposition de tous les chercheurs qui nous contactent. On leur envoie, des gros fichiers, et ils en ont accès à tout ça. Alors, juste pour conclure, on va dire une note assez humoristique peut-être. Quand vous êtes sorti, est-ce que votre entourage vous a trouvé amaigri, triste, au contraire plus épanoui ? Je pense que mon entourage m'a trouvé plutôt épanouie. Alors amaigri, non, on mange bien, on mange lyophilisé, mais on mange bien, suffisamment. Et surtout très épanouie d'avoir pu mener ce projet à bout, d'avoir adoré passer du temps là-bas. Moi, c'est un projet que j'ai trouvé génial. La preuve, j'y suis retournée l'année d'après, donc c'est que ça m'a pas traumatisée. Et donc c'est un projet super et tous les gens qui le vivent, je connais personne qui l'a extrêmement mal vécu. Au final, ça reste un projet commun où tout le monde œuvre vers le bien de la communauté scientifique, donc c'est un très beau projet. Mais écoutez, je vais quand même faire la promo pour votre CV là, parce que y a du potentiel. Je pense que l'on pourra vous prendre sur des futures missions. Vous êtes jeune, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire votre âge ? J'ai 23 ans. 23 ans. Oh là là, toute une vie devant soi. Mon Dieu, que c'est beau. Merci beaucoup, au revoir.
Mars Society est créée en 1998 et reçoit le soutien d'écrivains et réalisateurs, tels que Kim Stanley Robinson ou James Cameron, et divers scientifiques. L'organisation se consacre à convaincre le public et les gouvernements des bénéfices de l'exploration spatiale, et de Mars en particulier. Elle défend l'idée de missions humaines vers Mars. Elle compte aujourd'hui environ 5000 membres dans une cinquantaine de pays. Nos 7 explorateurs auront servi la science. Nul doute que leur avenir sera axé sur la recherche. Qui sait, peut-être, l'un ou l'une d'entre eux sera un jour bien au-dessus de la Terre.